Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine Kiosque à 7 jours de la tenue des élections. Les décomptes a commencé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 20 décembre, nous irons aux urnes. Alors, à travers ce numéro de Kiosque, nous allons analyser les déroulements de la campagne électorale qui se poursuit, qui est du reste entré dans son dernier virage. Le candidat numéro 20 était hier du côté du Grand Kassai. Il a fait carton plein. C'est à Mbujimayi, carton plein. Et le candidat Moïse Katumbi, lui, à Boma, où on parle de blessés, nous allons en parler. Et Martin Fayoulou, de son côté, n'a pas reçu de l'autorisation pour son meeting au stade de Martyrs. Le ministre de Sport parle de l'indisponibilité du stade, et d'autres candidats également, Mozitou, Denis Mukwege, tant d'autres. Ils sont au nombre de 23 maintenant, qui sont en train de battre campagne en perspective de la tenue des élections le 20 décembre 2023. Et l'Union africaine qui annonce déjà à partir de ce mercredi les déploiements de ses observateurs après le départ de l'Union européenne. Voilà, c'est pas resté vide, l'Union africaine qui va arriver. Nous allons tout au long de ce magazine revenir sur l'intervention, la déclaration de la Chine lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine s'oppose à l'ingérence des affaires internes de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Sernseka sera face à Pigérard Elenga. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous suivre. Sernseka, bonjour. Bonjour Madame, bonjour à Pigérard, parce que vous l'avez déjà annoncé, et à tous les téléspectateurs. Si je peux commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à une icône, un père pour moi, un mentor, Kibambi Shintoa, qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours passés. En tout cas, c'est une icône de notre profession, des aînés, des gens qui nous ont fait rêver, des gens que nous on regardait à la télé et présenter le journal, faire des interviews, et nous avons eu goût de faire ce travail-là. Bon anniversaire à lui. Heureux anniversaire, et qui a été mon patron à Tropicana, et qui est candidat à la Lukunga Kata 95 si je m'abuse. Bon vent à lui. Et puis et je voudrais quand même pousser un coup de gueule. Il y a les inondations, le cru du Nord, donc comment on appelle, province orientale et Équateur, font des dégâts ici. Du fait d'abord de la mauvaise urbanisation de la ville, avec l'implantation du Cité du Fleuve qui a fait pression sur la ville, et le lotissement au niveau de la baie d'Engalima. Et si vous descendez en aval, vous verrez que des cités, des ménages sont dehors, pas du fait de la pluie. Et ce qui choque, c'est pas qu'il y ait des pluies, c'est pas qu'il y ait des inondations. Il n'y a aucune réponse en face. Qui avait décidé que les ministres devaient rester à leur poste pendant qu'ils sont candidats? On a essayé de joindre ceux qui ont la compétence de faire ce travail-là. Ils sont aux abonnés absents. Il n'y a personne. Ils n'ont pas le temps. Il y a des ménages. Vous prenez les quartiers Molokai, CPA, Moudi, c'est sous l'eau. Des ménages, des efforts de toute une vie anéantis, et pas de candidats, pas de ministres, rien du tout. Et vous allez nous parler des changements. Et tous ces ministres qui ont la charge de l'humanitaire, des infrastructures et tout le reste, ils sont tous presque candidats. Et personne ne répond à son téléphone. Je me pose la question, qui a décidé que ces messieurs restent au gouvernement? Pour assurer quoi? Pour faire quoi? Mais il y a des intérimaires, non? Entre le fait d'être candidat et d'être dans le gouvernement, qu'est-ce qui prime aujourd'hui? Qu'est-ce qui prend le plus de temps? Mais il y a une catastrophe, il n'y a aucune réponse. Faudrait-il attendre que les gens meurent à l'Est pour intervenir? À Kinshasa, les gens peuvent mourir comme ils veulent, et sans qu'il y ait des interventions. Là, en tout cas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, et ça ne passera pas comme ça. Et ça tombe bien, c'est pendant la période des élections, je pense que la population prendra tout cela en compte. Et pour terminer, mon biscuit, je reviens du Congo central, où j'ai été comme journaliste et voir les réalisations de PDL 145 territoires. J'ai vu des centres de santé construits, même dans des conditions impossibles parce qu'il n'y a pas de route.
Il y a une école qui vous donc sur route le Kula Tchela à 7 km, mais 7 km et des pierres, des trous, des forêts, et où le PD 145 territoires sous la coordination de la CFF a construit des écoles, des bureaux administratifs des centres de santé. Il y a de l'espoir qui peut renaître. Ces projets, à mon avis, pouvaient même être l'élément des campagnes de Félix Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire, il y a une réalité, et ce qui choque, qu'il n'y a pas autant de visibilité. On n'en parle pas, on le met de côté. C'est-à-dire de bureaux à Sekebanda, des bureaux en Banzangou, des bureaux dans tout le chef-lieu des territoires, qui n'ont rien à envier aux bureaux qui sont à Kinshasa, équipés en immobilier, en matériel informatique, et le courant est produit grâce au système de panneaux électriques. Voilà, il y a quand même un Congo de développement dont on ne parle pas, et nous sommes tous focalisés à la suite des 21 000, mais alors qu'il y a un travail de terrain qui s'est fait, et par des acteurs anonymes des fois, et donc personne ne parle. Nous sommes là pour en parler. C'est-à-dire que le programme va bon train. En tout cas, ce que j'ai vu, je parle de ce que j'ai vu comme journaliste, je rends compte de ce que j'ai vu. Ça marche, il y a des difficultés, surtout liées à l'accessibilité. Le tout ne va pas au même rythme, mais en tout cas, on est à l'étape des finalisations. Il y a des bâtiments qui sont là, et pour les écoles, ce qui est extraordinaire, à côté vous voyez des écoles, des classes en chaume et des classes en matériaux qui sont déjà occupées par des élèves, même sous la pluie. Nous sommes arrivés sous la pluie à Lukula. Les élèves étaient en classe en train d'étudier. Quelle merveille! Merci Saint-Sika. Mais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet des ministres, des inondations à Moudi, mais dans les cabinets ministériels, des intérimaires, directeurs de cabinet peut-être, qui font l'intérim. Ils n'ont pas compétence. Les compétences sont d'attribution. Ils ne s'improvisent pas. Un directeur de cabinet ne peut jamais remplacer le ministre ou son vice-ministre. Mais quand vous acceptez d'être là pour expédier les affaires courantes, c'est à Kinshasa. Ça ne demande pas des avions. C'est à qui? Et le problème, c'est la gestion. Je pose la question. Qui a donné l'autorisation qu'on puisse brader les terrains qui sont autour de baie d'Ingalimala? C'est ça le problème, parce que l'eau ne sait plus respirer à cet endroit-là et ça descend directement, ça fait des dégâts navals. Merci Saint-Sika. Alors, puis Gérard Elenga, bonjour, honorable. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour à mon frère et ami Serge Ntsika, et bonjour également à Karel qui m'a accompagné aujourd'hui et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bon, je voulais faire un peu le même exercice comme Serge, souhaiter un très joyeux anniversaire. Vous savez, ce sont des rares icônes qui nous restent encore vivantes. Les vieux Kitutu, je ne le vois presque pas, je ne sais pas. Il est malade. Qu'est-ce qu'il est devenu? Kibambi Chito, j'ai eu à bénéficier de ses conseils. Je suis ce journaliste-là qui l'a reçu à la RTNC, dans l'émission Mémoire d'un peuple. Ils ont fait quelque chose, ils ont un parcours. C'était intéressant. C'était intéressant. Et parmi ces rares dirigeants de la RTNC qui sont sortis de la manière dont nous connaissons tête haute, figure Kibambi Chito. Et vous savez, il est là, aujourd'hui candidat à la députation nationale Lukunga pour une il est candidat. Oui, oui. 495. Je demande vraiment au Kinois de Lukunga d'honorer ces messieurs à cause de son intelligence, de tout ce qu'il revêt. Je me permets ici de faire sa campagne que Bana Lukunga, le patriarche vaut sa peine. Il venait de fêter, il faut le souligner, 75e anniversaire, donc 75 ans d'âge. Parce que Kibambi est né en 1948, donc 75 ans, et nous l'avons encore, c'est quelque chose de bien. Alors, je voulais dire aussi quelque chose par rapport à ce que Serge vient de dire. Il faut tout simplement dire que c'est les résultats d'une classe politique relativement peu sérieuse que nous avons. Notamment le fameux Parlement et surtout l'Assemblée nationale. Vous avez vu les innovations qui ont été introduites par Lutundula. La loi électorale haute. Par exemple, ces histoires de dons pendant la campagne. C'était introduit pour la Pekisango. Ces histoires de suppléance par les membres des familles, c'était introduit pour la loi électorale et la forme légale. Mais les mêmes députés ici, Assemblée nationale Nabino, ils ont refusé. J'avais donné ma position ici, vous m'avez posé cette question. Je vous ai dit que j'ai donné un point de vue qui est personnel, mais au-delà du fait qu'il y a maintenant une disposition légale. Madame, vous trouvez normal
C'est comme si le pays s'arrête avec les élections. L'institution qui est censée gérer le pays au quotidien, c'est le gouvernement. Ça la tourne à cabinet, aucun ministre n'est ici à Kinshasa. Peut-être les quelques-uns au candidats sur place, il y a tout ça, ainsi de suite. Mais tout le monde est éparpillé. C'est comme si le pays s'est arrêté, les institutions ne fonctionnent pas. Nous avons des problèmes de l'électricité à Kinshasa. Une semaine, il y a un Kende. Le devoir de validité, ministre de l'énergie, je ne sais même pas son nom, la EBIT. Mais prenons même le DG, Moutoumou pas expliquer raison exacte. Quand je vois tous ces escrocs politiques passer sur vos plateaux, projet de loi, le Congo souffre d'un problème, il y a applicabilité. Le problème, il y a la proposition de loi Koutoute. Et les bonnes lois, nous les avons. Un député a entre autres comme mission de légiférer, de contrôler. Il est le gardien de la bonne gouvernance. Le président est en fonction dans sa propre succession dans la campagne, gouvernement Moubimba dans la campagne, Assemblée nationale Moubimba dans la campagne parce que tout va les bureaux, les cabinets ministériels sont fermés. Non, sont fermés. Moi je suis juriste en formation, vous comprenez? La compétence est d'attribution. Au cas où le lot, si on te le reconnaît, ce n'est pas un problème, mais la campagne, tout ça, ça c'est pas grave. De toutes les façons, nous nous adressons au Kinois. Madame, les compétences sont d'attribution. La signature est le responsable d'un portefeuille dans un ministère, c'est le ministre. Ce n'est pas le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet est personnel politique, mais il n'a pas la signature. Parce que c'est le ministre au regard des dispositions constitutionnelles qui est lui-même le responsable de son portefeuille. Voyez-vous, nous avons des problèmes des inondations tels qu'il le dit. Mais nos téléphones ici, nous avons tous les numéros de ces ministres-là. C'est comme si on a abandonné le pays comme ça parce qu'on est en campagne électorale. Attendez, ça ne s'explique pas. On a des responsables de ces entreprises publiques de l'État, ministre de tutelle à Zali, mais ne serait-ce qu'une communication explicative que pourrait c'est ça respecter les gens. Et je le dis comme un leader d'opinion. Et Zalakate, d'où je reviens à la genèse du problème pour faire comprendre à Serge que c'est la loi électorale, Serge. C'est aider-nous pour que le Parlement, pour un moi souffle, moi quand même beau. Quand vous dites la loi électorale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la loi n'a pas interdit au ministre. Oui, la loi n'interdit pas au ministre de démissionner, de continuer à assumer. Mais les faits nous les rattrapent. C'est-à-dire qu'on doit réviser cette disposition de la loi électorale pour dire que soit que tu acceptes de rester ministre et tu ne vas pas postuler, alors là tu restes, ou bien automatiquement, dès qu'un membre du gouvernement postule, tu es démissionnaire. On l'a fait avec les mandataires actifs, c'est-à-dire les DG et les DGA, les magistrats, c'est ça la loi. J'explique, non? Les magistrats, les membres de forces armées, c'est-à-dire si tu es militaire ou policier, si tu es magistrat, tout ça ainsi de suite. Si tu es agent de carrière et à fonction publique, et tu vas présenter une mise en disponibilité. Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises et établissements publics, et c'est le préalable de démissionner avant. Pourquoi pas le ministre? Quel est ce ministre qui a le cœur à l'ouvrage maintenant? Donc c'est une loi électorale dans cette disposition mal pensée. Je crois qu'on doit opter pour le modèle malgache. Le gouvernement doit être en principe à ces stades démissionnaires. On prendra des gens qui n'ont pas démissionné, mais en tout cas qui vont avoir la conscience de dire que nous, on est là, on va travailler jusqu'au bout. Mais tous ces ministres qui sont ministres, membres de campagne électorale de Tshisekedi, lui-même les candidats députés national, provincial, vous voyez ça, ça ne fait pas sérieux. Donc, cette loi doit être révisée et je pense que les gens qui nous suivent sont en train de regarder et de voir. Oui, juste pour te compléter, puis Gérard, et c'est une forme de tricherie parce que là, dans ces cas-là, on est en train de faire la campagne avec le moyen de l'État. Vous ne pouvez pas me dire que l'argent que vous pompez dans le gouvernement n'entre pas en campagne, y compris les moyens matériels et humains. Le personnel politique et autres peuvent être mis en contribution dans la campagne et ceux qui n'ont pas été aux affaires, alors vous allez avec des vitesses plusieurs vitesses dispersées comme ça, c'est une forme de tricherie et ça ne... Les cabinets... Non, il a fini parce que c'était une prise d'intervention. Les cabinets ministériels sont presque tous démissionnaires.
Tu peux amener un dossier urgent maintenant et te vendre signer en haut à Zanayete. Parce que les ministres ne sont pas là. Ils n'arrivent même pas au bureau. Mais les gens sont le problème ici, ce n'est pas un problème d'individualisation. Mais c'est un problème de principe tout simplement. Moi, je crois que ce sera même un impératif pour le prochain cycle électoral que cette disposition réapparaisse clairement. Autant on a demandé aux mandataires publics, les DG, DGA, de démissionner au préalable, autant les membres du gouvernement qui seront des candidats députés, qu'ils démissionnent. Mais est-ce que même ces DG ont démissionné? Oui, les DG, oui. Moi, je n'ai pas vu un DG. Non, le problème, c'est qu'il ne faut pas dire que est-ce que les DG ont démissionné. Il faut savoir quel est ce DG qui est en fonction et qui a postulé. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, le communiqué de Mme Adel Kaïnda était clair, même également la loi électorale. La minute aussi, vous connaissez un DG d'un établissement entreprise publique qui a postulé et qui est là, qui continue à être là, tu saisis la selon, on va invalider sa candidature. Merci, puis Gérard. Oui, on va invalider sa candidature. Mais je trouve que c'est injuste. Je trouve que c'est injuste. On demande au DGA de démissionner, mais on laisse aux membres du gouvernement qui ne font pratiquement rien pour le moment, qui ont laissé le pays comme ça. La question avait été posée au porte-parole du gouvernement qui avait dit qu'il n'y avait pas incompatibilité. Justement, c'est parce que c'est la loi. C'est ça que j'ai dit. Mais les faits sont là. Les faits et le bon sens. Les faits et le bon sens. Regardez vous-même. Merci. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors nous prenons notre... Si on a un problème ici, comme il est dit, attendez, plus il est en train de crier là-bas au Kassai, là-bas, mais il y a des problèmes ici, mais plus il devient même plus Tshisekedi, c'est que Tshisekedi lui-même, mais il y a des problèmes qu'il doit résoudre comme membre encore du gouvernement, comme à l'Omunamté. Et ça, il faut le dire, c'est pas parce que tu es de tel camp ou de tel boé. Je dis aux gens, je le disais, je le rappelle, dans les premières minutes, comme c'est de coutume, que nous sommes là. Moi, je suis candidat député national. Je ne suis pas doublement, je le suis que à la nationale, numéro 28 à Puna. Envoyez-nous, mes chers amis, Biloko Oyo, nous irons là-bas. C'est pour parler, un député ne fait que parler, défendre et résoudre les cas des problèmes que nous avons. Et le numéro 20, c'est le numéro à la présidentielle qu'il faut pour une candidature de dignité et de la fierté congolaise. Merci, puis Gérard Elenga. Alors nous commençons, certes, c'est ça. Nous commençons avec notre premier sujet. C'est la mission d'observation de l'Union africaine qui est annoncée pour aujourd'hui. Mais voilà, après l'Union européenne qui s'était désistée, voilà, c'est l'Union africaine qui arrive. Quel commentaire vous pouvez dire par rapport à ça? Votre micro, vous appuyez. Votre micro, oui. 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 Non, il faut appuyer, oui. Allez-y, vous avez bougé. Non, il n'y a plus là-dessus. Allez-y. Je veux commencer par Puis-Gérard alors. Puis Gérard, oui. Oui. C'était quoi la question? Par rapport à l'Union africaine, la mission d'observation de l'Union africaine. C'est arrangé, c'est arrangé. Bon, ce sont les aléas du direct et fidèles téléspectateurs, vous avez pris l'habitude à ça. J'étais tenté de dire que je n'ai aucun commentaire face à l'amertume suscitée par la situation ici. Faudrait-il que ce soit Goma, Bunagana, l'est du pays, pour que la communauté nationale puisse se mobiliser? Kinshasa, aux oubliettes. Y a-t-il un gouverneur à Kinshasa? Y a-t-il un gouvernement provincial à Kinshasa? Y a-t-il des ministres qui détiennent des portefeuilles dans le gouvernement provincial? Il n'y a personne qui descend. Madame, je parle de drames que vivent, de gens qui nous appellent. Et nous passons maintenant comme les membres du gouvernement. Les gens nous appellent, nous interpellent. Tellement courageux et demander encore le mandat. Si je ne le fais pas, ça dit que je serai complice, je serai traître. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de cette mission, je suis tenté de continuer à dire à ces gens-là que foutez les camps, cher monsieur. Foutez les camps, vous n'avez rien fait. Excusez-moi, je sors de mes réserves, mais ce que je suis en train de vivre là, ils allaient rater quoi. C'est ici. Tu peux prendre même une moto, tu descends. Ne serait-ce que compatir, voir ce que les enfants, les mamans sont en train de vivre. Ceci étant, je réponds à votre question, madame, la mission d'observation de l'Union africaine. Je rappellerai que nous sommes un État fragile, dans ce sens qu'il y a très peu que nous sortions de la guerre et que nous avons pu consentir, nous comme peuple, beaucoup d'efforts pour la réunification de ce pays et aussi pour la mise sur pied des institutions. Les gens ont travaillé au niveau du gouvernement, au niveau des parlements
et même la population pour que nous puissions avoir des structures citoyennes telles que la CENI pour organiser les élections. Alors, c'est parti un peu de 2006 que les observateurs, autant que la CENI, qui n'est pas un organe vraiment du gouvernement, parce qu'ailleurs, je le répète, les élections sont organisées par le gouvernement, le ministère de l'Intérieur. Ici, chez nous, c'est une structure indépendante qui émane de la société civile, avec toutes les forces vives là-dedans. Et autant qu'il y a des observateurs qui viennent pour garantir, pour dire que voilà, les élections ont quand même été organisées dans de meilleures conditions, sauf qu'on a observé tel manquement, telle difficulté. Ça garantit. Mais ça ne changera pas rien par rapport au résultat. En fait, ça n'a aucun incident dans le sens du processus, mais là, sur le plan de crédibilité, sur le plan éthique, sur le plan confiance, et même, c'est que nous devons faire très attention. Souvent, les gens sont en train d'oublier d'où nous sommes partis. Moi, je regrette que la mission de l'Union européenne soit partie de la manière qu'elle est partie. On pouvait arrondir des angles. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo, le gouvernement, le président Tshisekedi n'a rien à cacher. Sa volonté d'organiser les élections est affichée. Et je crois qu'il est de ceux qui continuent à croire, même quand il y a des vents contraires, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui sont en train de prédire la surséance des élections. Il y a des voix qui s'élèvent dans ce sens-là, jusqu'au moment où on parle. Mais par rapport, mais il est de ceux qui disent que les élections vont se tenir. Alors, je n'ai pas vu pourquoi on ne pouvait pas parler avec ces missions-là, parce qu'à la fin, qui gagne? C'est le processus. À la fin, qui gagne? C'est le Congo. Donc, je pense qu'encore une fois, on a un problème avec... Alors, en étant d'arranger votre micro, je donne la parole à puis Gérard Elenga par rapport à la mission de l'Union africaine qui va déployer ses observateurs déjà à partir de ce mercredi. On avait vu ce qui s'est passé avec l'Union européenne et maintenant l'Union africaine. On peut dire qu'on est satisfait. Il y a au moins une observation extérieure africaine qui sera là. Non, mais il faudrait d'abord à ce stade, Madame Gisèle, souligner un fait que d'abord la mission d'observation de l'Union européenne, elle est partie par le fait que ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a refusé cette mission. C'est elle-même qui est partie et même jusque-là, on n'arrive pas à comprendre ou à maîtriser les vraies raisons qui ont poussé cette mission d'observation électorale de l'Union européenne de rentrer ou de plier bagage. Ça, c'est une raison. Maintenant, la mission d'observation de l'Union africaine arrive. Ça, c'est tout à fait normal parce que nous faisons partie d'une dynamique et nous avons adhéré aux instruments qui organisent un peu, tous ces instruments juridiques et qui organisent un peu l'observation électorale au niveau africain. Moi, je ne trouve aucun inconvénient. Aucun inconvénient. D'autant plus que le caractère crédible des élections ne sera pas souligné par toutes ces missions d'observation électorale. Parce que sur le plan interne, nous les avons déjà, sur lesquels nous croyons. Par exemple, la mission jumelée d'observation électorale de l'Église du Christ au Congo avec la SENCO, par exemple. Nous avons celle des églises de réveil, nous avons celle des ONG indépendantes qui sont spécialisées autour de la matière. Je pense que ça ne pose pas de problème. Pour moi, ça m'arrange d'ailleurs pour que cette mission soit là et qu'elle puisse accompagner le reste du processus électoral, notamment le jour des élections jusqu'à la publication des résultats. Donc pour moi, en tout cas, je ne trouve aucun inconvénient et je pense que ça devrait être ainsi. La mission des églises de réveil catholiques, mais dans la plupart des cas, on n'a pas confiance entre nous à l'interne. Mais à un moment donné aussi, les Africains, nous devons aussi grandir. Nous devons nous départir de cette vieille habitude, de ce vieux démon qui ne fait que revenir chaque fois chez nous. Et je suivais le Kenya hier qui venait de fêter ses 60 ans d'indépendance. Il n'y a aucun pays africain aujourd'hui qui est au-delà de 50 ans, mais à chaque fois nous recourons. Je me pose la question, la comparaison n'est pas aussi mauvaise parce que nous sommes tous et nous vivons sur la planète Terre. Lorsque la France, les États-Unis, l'Allemagne et tous ces autres pays, je prends même le cas même de l'Afrique du Sud ici chez nous, en Afrique, quand ces pays-là organisent les élections, quelles sont ces missions d'observation électorale extérieure qui viennent et qui imposent leur point de vue? C'est pas cette histoire, nous n'avons pas de confiance.
Et ils ont des démocraties avancées. Non, mais c'est pas cette nous, histoire, nous n'avons pas de confiance parce qu'une émission d'observation électorale ne se limite qu'à observer. Elle n'est pas là pour publier des résultats, elle n'est pas là pour faire autre chose qu'observer. C'est pourquoi moi je dis ça ne pose pas de problème. Au-delà du fait que nous avons ces missions électorales internes, qui du reste même certains ne mettent pas leur langue en poche, elles sont claires. Vous avez suivi Bokotolo qui coordonne cette mission mixte de l'ECC de la SENCO. Ils sont clairs là-dessus, on connaît la position de certains. Donc si celle-ci africaine vient s'ajouter, je crois que ça ne peut que renforcer tout ce que nous voulons, parce que les gens qui veulent vraiment que Tshisekedi puisse gagner ces élections haut la main, cette fois-ci, ça ne va pas passer par oh, non, qu'ils viennent, et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et pour moi, je ne trouve aucun inconvénient là-dessus. Donc on peut dire aujourd'hui, même si l'Union européenne n'est pas là, l'Union africaine est là avec ses observateurs. Mais madame, la crédibilité des élections ne passe pas par la mission d'observation de l'Union européenne. Vous n'avez pas suivi des pays où la mission européenne est partie, mais les résultats ont été contestés par la posture qu'eux avaient. Vous n'avez pas suivi ça? Les résultats que nous avons eu, par exemple, récemment en Sierra Leone, en Libéria, avec George Weah. Quel était le rôle de la mission, je ne sais pas, de l'observation électorale de l'Union européenne là-bas? Non. Les Congolais, ce sont les Congolais qui vont voter. Ce n'est pas une poignée de gens européens qui viendraient, qui vont légitimer les élections qui auront lieu chez nous. Donc, elle a la bienvenue, cette mission. Voilà. Merci. Alors, cette intervention de la Chine, je pose d'abord ma question. Ou bien vous... Je voulais réagir. Okay. J'admire le patriotisme de mon ami Elenga, mais je suis désolé de dire que quand on raisonne tel qu'il raisonne là, c'est-à-dire qu'il y a un pan de notre histoire qu'on est en train d'oublier. D'où est-ce que nous venons? Pourquoi nous avons des missions d'observation? Déjà, pourquoi ce n'est pas les gouvernements qui organisent des élections? Les Congolais ne se font pas confiance. Ces gens-là arrivent parce que, entre nous, nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord sur le mode d'organisation des élections. Et les étrangers, maintenant, ont une part des responsabilités dans le sens de crédibiliser. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé entre Ouattara et Gbagbo en Côte d'Ivoire? Si vous voulez minimiser l'importance de ces missions-là, parce que nous sommes souverains en quoi? Parce que là, entre nous, nous ne sommes pas capables de nous parler. Pourquoi les politiciens congolais ne se mettraient pas d'accord ensemble pour nous dire, plus de CENI, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Commençons par là. La confiance. Et nous allons dire aux autres, laissez-nous faire parce que c'est le gouvernement qui organise avec de l'argent du pays. Joseph Kabila l'a fait, des élections avec l'argent du pays, et puis Félix Tshisekedi est en train de le refaire. Ça c'est un pas, il faut reconnaître. Mais pourquoi on est en train de jeter la pierre sur les autres? Parce que si les autres n'arrivent pas, parce que nous-mêmes, nous avons créé des conditions de leur venue ici. Nous sommes capables d'aller dire aux autres là, n'aidez pas ces pays, n'aidez pas ces messieurs-là, n'aidez pas Tshisekedi parce qu'il a été mal élu. Nous sommes capables de le faire. Alors nous avons besoin de blancs pour qu'ils soient témoins, parce que demain, quand nous allons contester, qu'ils soient de notre côté. Ça se passe comme ça. Hier, ça s'est passé comme ça. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ça changerait si nous-mêmes, politiciens, nous-mêmes Congolais, nous ne sommes pas capables de nous faire confiance. Ça part de là. C'est l'élément confiance qui manque, et cet élément, cette caution est représentée par ces communautés qui arrivent. Même pourquoi on refuserait, on serait à l'aise avec l'Union africaine et non pas l'Union européenne? Pourquoi? Moi, j'ai dit tout à l'heure, là, la volonté affichée par les chefs de l'État est inébranlable, c'est-à-dire que la mission peut venir même du ciel pour observer, et le travail de la CENI, et j'ai confiance à ce que Kadima dit, le président Kadima dit, va se faire de la plus belle manière, je l'espère. Donc, le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est nous. Pourquoi ces gens-là arrivent? Mais on dit, ils peuvent s'en aller, mais l'Union africaine arrive. Et pourquoi il y a toujours des missions d'observation? Même à l'interne, on est tenté de tirer sur l'ECC et la SENCO. Pourquoi? On ne se fait pas confiance, on ne supporte pas des contradictions, on ne voudrait pas voir l'autre à la place là, au toit, de là que je m'y mette. C'est ça les Congolais. Donc ceci explique cela. Nous sommes comme dans ce panier à crabe,
où on ne voudrait pas voir quelqu'un aller plus loin. Donc c'est là qui justifie que nous soyons toujours dépendants, si je peux dire ça. Mais oui, de par notre volonté. Mais il y a eu une intervention de la Chine au Conseil de sécurité, des représentants adjoints de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU qui se posent à l'ingérence des affaires internes de la RDC. C'était dans une déclaration qu'il a fait au Conseil de sécurité. Où est-ce que vous placez je dois reconnaître par rapport à la Chine, c'est une avancée considérable. Mais en matière de démocratie, la Chine n'a pas droit au chapitre parce que la Chine n'a jamais soutenu aucun processus démocratique. La Chine vient, vous faites vos guerres, vous vous battez, celui qui passe, il vient prendre des marchés pour vous construire des routes et souvent des qualités que nous voyons suite au fait des corruptions et souvent ça ne dure pas. La Chine, pour la première fois, prend position, je pense que c'est à notre avantage. Mais on n'attend pas des déclarations. Est-ce que nous avons besoin des déclarations? Je pense qu'il n'y a pas plus grande déclaration que celle du pape François ici à Kinshasa. Vous êtes les diamants de la création, ôtez vos bras du Congo. Il n'y a pas plus grande déclaration que cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait quelque chose? On regarde l'Ukraine, on regarde la Palestine. Qui regarde le Congo? La Chine apporte quoi dans le sens de matérialiser ces déclarations qui sont en train de se faire? Madame, il y a le COP28 qui se passe aujourd'hui à Dubaï. Et on est en train de prendre des dispositions pour, je fais un raccordement frauduleux, excusez-moi, pour une transition écologique, qu'on arrête avec les énergies fossiles, essence et tout le reste, pour aller vers les hydrauliques et puis le gaz par transition avant de chuter vers le lithium. Mais nous, Congo, la RDC, mais nous devrions être au centre de la discussion parce que nous avons des solutions à ce problème-là. Voilà autant d'arguments que nous pouvons faire valoir pour faire avancer notre cause. Mais où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans des querelles, des niveaux, des caniveaux, des bas étages, sans savoir que nous avons un pays qui est grand, un pays qui est en vie, et un pays, comme le dit le président Tshisekedi, qui est solution. C'est-à-dire, la Chine parle, oui, on est content parce que la Chine parlait. Et si la Chine disait le contraire? On serait là en train de déployer des Français. Non, qu'on arrête de laisser nos causes entre les mains de soi-disant amis, parce qu'en diplomatie, il n'y a jamais eu d'amis, il n'y a eu que d'intérêt. Avec les contrats chinois, avec les contrats chinois ici, où est-ce que nous en sommes avec eux? Les Exim Bank et tout le reste, quelle est leur part d'exécution du contrat qui a été convenu? Et qu'est-ce que le Congo, la RDC n'a pas donné? C'est-à-dire, il y a une forme d'hypocrisie et souvent quand on semble nous amadouer dans le sens, caresser dans le sens de poil, on oublie vite, on a une mémoire un peu vacillante, mais moi je crois que la Chine doit faire preuve, au-delà des discours, de beaucoup de volonté, de montrer que elle est là pour accompagner. Le Rwanda est en train de faire n'importe quoi. La Chine n'a jamais dit un mot. Je reconnais, tout en reconnaissant que c'est une avancée, mais j'attends de la Chine d'aller encore plus loin. Alors, puis Gérard, vous avez le même avis que Fiantseka par rapport à cette déclaration de la Chine au Conseil de sécurité, ne pas s'ingérer dans les affaires internes de la République démocratique du Congo, surtout dans le domaine des élections? Bon, non, franchement, on ne doit pas en faire du bluff par rapport à cette déclaration. Parce que pour la Chine, il faut rappeler à Serge ici que c'est une option levée. La politique extérieure de la Chine repose sur la non-ingérence de la Chine dans les affaires intérieures des autres pays. C'est ça la Chine. Et vous allez même voir que par rapport au vote et tout ça, ainsi de suite, la Chine a toujours cette position de neutralité. Donc la Chine, c'est dans sa politique extérieure, elle ne s'ingère pas dans les affaires intérieures d'autres pays. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est une option levée par rapport aux États-Unis, l'Allemagne, la France, tout ça qui prennent carrément des positions lorsqu'ils veulent, bien sûr, en prendre là-dessus. Mais maintenant, je reviens par rapport à ces missions-là, comme NCK était en train de le dire, madame. Le problème, au-delà de la confiance ne peut pas qu'être une confiance interne sur le plan national par rapport à nous-mêmes, entre acteurs politiques ou entre les partis qui prennent part par rapport à ces processus électoraux. Mais sur le plan extérieur, la position des autres aussi. Lorsque vous voyez la position de la France, par exemple, par rapport à la République démocratique du Congo, incarnée là, cette position par Macron, tout ça,
vous avez la position des Occidentaux d'une manière générale. Et ce sont ces mêmes missions-là qui, au-delà d'être des missions d'observation, ce sont des missions qui portent aussi des connotations politiques là-dessus. Une mission qui vous vient, qui déjà dans sa déclaration peut faire cause pour tel ou tel autre candidat. Vous voyez un peu? Alors là, déjà sur le plan interne, il serait mieux que nous ayons des problèmes entre nous, qu'une mission d'observation électorale extérieure puisse venir nous plonger dans des problèmes. Vous voyez un peu ça, je veux dire là-dessus. Une mission européenne vient, mais elle est déjà dans ses faits et gestes et comportements pour tel ou tel autre candidat. Et l'Union africaine n'a pas de penchant. Non, l'Union africaine n'a pas de penchant. Je ne dis pas que une mission d'observation électorale, d'abord par définition, ne peut pas avoir de penchant. Ne peut pas avoir de penchant. En tout cas, c'est pas ça ce qui devrait être au départ, être compris au départ. C'est ça maintenant le problème. Alors, c'est pas qu'on est plus allé, je l'ai dit ici, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a réquisé la mission électorale de l'Union européenne. Non. La mission électorale de l'Union européenne, elle est répartie et jusque-là, elle ne nous a pas donné les vraies raisons pour lesquelles elle est répartie. Elle ne s'est pas sentie à l'aise. Mais tant mieux pour elle, madame. Une mission ne vient pas nous imposer quand même n'importe quoi ici, qu'on se le dise quand même. Elle ne vient pas nous imposer n'importe quoi ici, parce qu'elle a trouvé une organisation électorale, il y a une CENI, il y a d'autres institutions qui concourent à ce processus électoral. Vous n'avez pas à venir nous imposer votre manière de voir les choses. Limitez-vous à ce qu'il vous revient comme une mission d'observation électorale. Voyez-vous. Donc moi, je pense que pour la mission de l'Union africaine, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, la République démocratique du Congo n'a fermé la porte à personne. Si d'autres missions peuvent encore venir, qu'elles viennent, elles seront les bienvenues et puis elles vont observer les processus électoraux. Alors, quel est le problème là-dessus? De la campagne électorale. Parce qu'après, tous sont des Congolais qui vont voter. Carton plein de Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à Mbujimayi. À Boma, on a vu Moïse Katumbi, il y a eu des jets de pierre, on parle de ces gardes de corps qui avaient ouvert le feu, il y a eu des blessés. Martin Fayulu, indisponibilité des stades de martyrs pour battre et pour son meeting qui était prévu au stade des martyrs, le ministre du Sport Dignette, il y a indisponibilité. Il avait avant évoqué la question de carburant et de kérosène pour 6 avions. Le contour de cette campagne électorale scientifique, quelle analyse vous faites de cela? Oui, de manière générale, madame, si on doit faire une lecture de la campagne, je dirais qu'il y a deux candidats qui pointent au-dessus de la liste. Il s'agit de Félix Tshisekedi, qui est passé à Mbujimayi avec tout ce que nous avons vu. Mais Mbujimayi, c'est son fief naturel, ça ne pouvait pas être autrement. Et c'est pas dire que c'est seulement là où il fait les cartons. Tshisekedi fait des cartons partout où il passe. Et comme candidat président, par moment, il reçoit. Et ça, on l'avait dit, on l'avait prévu que le président serait face à la population pour cet exercice de redevabilité dont parlait puis Gérard quelque part. Ali Salah, on lui a rappelé qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y a, voilà. Et voilà. Comme candidat, le président est en train de se battre tout seul. Je me pose la question. Tous ceux qui crient, qui dansent, il y en a même qui dansaient aujourd'hui dans les Kassai au rythme des chansons de JB, je parle sous contrôle de Pizera. Et qu'est-ce que ces messieurs-là, ces beaux messieurs-là qui ont profité hier de Kabila, qui profitent aujourd'hui de Tshisekedi, ont fait pour leurs frères population, pour que le président aille en contact avec certains chocs par moment, où les gens lui rappellent des réalités qui, normalement, devaient déjà être réalisées. D'autre part, on a un Katumbi qui, avec un discours bien rodé, de VAR, qui a la tâche facile, dans ce sens qu'il n'a pas géré, il n'a pas été aux affaires. C'est comme quelqu'un qui a regardé le match à partir de tribune, et puis est en train de voir les erreurs de l'autre. Mais il n'a pas géré, il n'a pas... Non, je parle pendant les 5 ans ici. Donc, il a la tâche facile parce qu'il est en train de faire la comptabilité des ratés, des erreurs. Mais je pense que ça ne devait pas être ainsi. Le candidat, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Fayulu, que ce soit Katumbi, Baïndé, tous les restes, on l'a vu à l'Équateur aussi faire un carton, Baïndé, tous les autres là, certains même n'ont même pas commencé de campagne, à ce que je sache. Ils ne le feront même pas. Et madame,
leur plan. Quel est le Congo qu'ils veulent nous vendre? Parce que nous sommes dans un marché. Quel est le Congo? Leur plan de société, on ne l'entend pas. C'est beaucoup plus des invectives, beaucoup plus des erreurs des autres. Les uns parlent des gens de ce côté et vice-versa. Et qui a l'honnêteté de nous dire exactement le camp des campagnes? Ils ont trouvé, où est-ce que Moïse a trouvé l'argent? Où est-ce que Tshisekedi a trouvé l'argent? Où est-ce que Baïndé a trouvé l'argent? Où est-ce que Fayulu a trouvé l'argent? Et c'est autant pour tout le monde. Le vrai problème, on ne le pose pas. Parce que ceux qui sont derrière, on parle des candidats des étrangers, ceux qui sont derrière les candidats, demain, ils viennent prendre tous les marchés, ils vont déterminer la politique du pays parce qu'ils auront, en amont, donné l'argent, soutenu leurs candidats. Et ça, la souveraineté du peuple congolais est en danger et personne ne le voit, personne n'en parle. Nous nous situons au niveau de ce que nous sommes en train de voir, mais le problème est beaucoup plus profond. Qui donne de l'argent, des avions à Katumbi? Qui donne de l'argent à Félix Tshisekedi? Nous, population, on aimerait les savoir. À Fayulu, à Fumupa, tous ces mondes-là. Parce que c'est le débat qui se passe dans les élections des autres. Félix Tshisekedi est en fonction, c'est un président en fonction. Non, non, madame, vous serez là en train de dire que le président de la République utilise les moyens publics pour faire sa campagne. Non, c'est-à-dire qu'il est en fonction. Mais il est en fonction, il y a le président de la République, il y a les candidats. Les candidats ont l'obligation de nous dire ses sources de revenus. Les candidats, moi je parle du candidat, je ne parle pas du président. Autant que tous les autres candidats. Il a l'argent, mais si vous êtes aidé par des gens qui sont en train de soutenir, par exemple, le Rwanda, et quand vous serez au pouvoir, qu'est-ce que vous ne ferez pas contre le Congo? Je donne un exemple comme ça, de mémoire. Quand vous parlez des candidats étrangers. Non, non, je parle des candidats. Moi, je ne connais pas s'il y a des candidats étrangers. Vous parlez à un journaliste, je n'ai pas un discours politique. Quoi. Moi, je parle des candidats confirmés par la Cour constitutionnelle, donc ils sont tous congolais, au regard de la loi. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre argument qui l'apporte, mais au regard de la loi, il y a une certaine égalité. Tous ce monde-là devraient nous apporter des informations, un, par rapport à leur programme, deux, par rapport aux moyens qu'ils disposent, qu'on regarde aussi dans leur campagne, qui sont là-dedans, qui sont en train. Je déplore ce qui s'est passé à Mwanda. Ça me rappelle un peu la campagne de Mme Bazaïba et Fayulu en 2018 au Katanga, qui était vraiment anti-opposition de l'époque. Nous devons apprendre de nos erreurs. On peut pas faire des choses pour faire les lits des observateurs qui vont documenter ça et le mois venu de le brandir contre mais les observateurs sont là justement de maîtriser, madame, vous cherchez à justifier, mais les observateurs vont voir, ils vont documenter tout cela et ils vont l'orienter au gré de leurs intérêts, parce qu'ils ont des intérêts, que ce soit européens ou africains. Le déroulement de la campagne électorale avec tout ce qui s'est passé, quelle analyse vous faites, puis Gérard? Bon, d'abord, il faut saluer ici, depuis le début de la campagne jusque-là, on voit quand même que les choses se passent relativement bien. Il faut le dire, la campagne est à 4 niveaux, présidentielle, législative, nationale et provinciale, et puis au niveau de la municipale, donc des conseillers municipaux. Ça saute aux yeux. Nous voyons par exemple ici à Kinshasa comment les choses se passent, mais il faut se dire que la campagne des campagnes demeure quand même la campagne la campagne présidentielle, parce que c'est celle-là qui détermine un peu la température de tout ce qui reste. Et puis les choses sont presque bipolarisées entre les candidats numéro 20 et les candidats numéro 3. Je veux parler de Félix Tshisekedi et de Moïse Katumbi. Bon, Fayulu, il vient un peu aussi là. Et puis, je l'avais dit ici que parmi les 26, il y avait des aventuriers politiques. Je pèse bien mes mots. Des aventuriers politiques, des escrocs qui ont crié que non, être candidat président de la République, c'est un Liparangouba. Serge, je l'ai dit ici, il rappelle les problèmes des moyens, tout ça. Je vous disais, les 7 Kikouni, les Rex, Kazadi, tout ça, même Franck Diongo et consorts, ils se sont vite ralliés à Katumbi. Je disais que ça sont des aventuriers. Ce sont des stratégies politiques. Il n'y a pas de stratégie, ce sont des aventures. Ils ont attendu président de la République, ils allaient par Angouba. Madame Joël Bille, que j'aime bien, mais je vois sa campagne même, il y a des candidats, députés provinciaux qui font la campagne plus qu'elle. Vous pleurnichez partout, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas ceci. Non, mais qui la candidat président de la République.
Déjà, nous, au niveau, quand il y a un candidat député, tous souffrir au niveau, il faut imaginer. Mais alors, quel est ce beau rêve-là qui t'a pris pour dire que non, je serai candidat? Vous n'êtes pas en mesure d'aller même ici à Bandundu ou bien à Kassangoul. C'est ça être candidat président de la République. Voyez un peu. Donc nous devons à un moment donné être un peu sérieux, mesurer les ambitions et se dire que vraiment moi je peux bien les faire. Donc l'ambiance elle est telle qu'elle est. Ce qui s'est passé par exemple à Kindu, c'est toujours Katumbi. Ici au Congo central, à Mwanda, je viens de l'apprendre, c'est toujours Katumbi. Mais soyons aussi prudents. C'est là où j'ai dit que les services d'intelligence, de renseignement doivent ouvrir les éléments et les institutions du pays doivent fonctionner convenablement. On constate tout simplement que du camp du candidat président numéro 3, il y a plus de victimisation. On cherche à se victimiser, on a tiré sur la foule, on a fait ceci, on a fait cela. Mais et pourtant, s'il faut rester correct avec nous, de 26 candidats, Tshisekedi fait face à 25 autres candidats. Parce que les 25 autres se réclament de l'opposition, n'est-ce pas ça? Et il n'y a que Tshisekedi qui est candidat de l'Union sacrée. Donc il fait face à 26 candidats, même si d'autres ont été inhibés par tout ce que nous connaissons, par les billets de billets verts, tout ça, on rallié Katumbi, et ainsi de suite. Mais justement, c'est ça que je dis. Mais pourquoi nous voyons des foules? Pourquoi Fayoulou, les incidents chez lui n'arrivent pas? Déjà, je le dis en passant, moi je reste correct. Si Tshisekedi va gagner ces élections, il va certes les gagner et il va les gagner de la manière la plus normale possible. Il va les gagner de la manière la plus normale. Qu'on ne donne pas la fourchette au diable. J'ai dit à Ngobila, parce qu'il est candidat, bien que démissionnaire comme gouverneur ne faisant rien, bâti que la parole au stade de martyrs. Tshisekedi a commencé son meeting de campagne électorale là-bas, problème est là qui te prend au stade. Bati que la faou le rosa bampia kalera mais bati que la stade. S'il veut venir dans martyr, bati que la moi je ne comprends pas comment ces gens ici qui entourent le président par rapport à la campagne et tout ça, comment ils réfléchissent. Ce n'est même pas aussi dans leur niveau, là c'est au niveau vraiment des institutions qui gèrent des pays au quotidien au niveau provincial. Je voulais ouvrir aussi notre parenthèse par rapport à la campagne, par rapport à la campagne électorale. Peut-être que Serge ne le savent pas, j'en sais quelque chose pour avoir été apporter notre petite expertise au niveau de la communication. La campagne au niveau de l'Union sacrée, la campagne par rapport au président Tshisekedi, elle est séquencée à plusieurs niveaux. Et si vous observez bien, il y a des gens qui ne veulent... J'entends les gens, Kabouya ne fait rien, Kabouya ne fait rien, non. Kabouya est le coordonnateur de la campagne électorale du président au niveau de l'espace Grand Kassai. Grand Kassai, nous avons toutes ces 5 provinces dispatchées qui faisaient l'ancien Sankourou, Kassai oriental et occidental. Et vous avez vu Kabouya sur le terrain. Vous l'avez vu avec des foules. On sent seulement Jean-Pierre Bemba. Non, attendez, j'ai dit la campagne elle est partagée selon les zones linguistiques. Oui. Selon les zones linguistiques. Bemba fait plein dans son Équateur, non? Parce que c'est lui qui est un des responsables là-bas. Mais vous avez vu le plein que Kabouya a fait. Aujourd'hui, c'est je crois. Quand vous avez vu hier comment c'est fait. Qui a fait le plein. Non, attendez, au niveau de la mobilisation, excusez, ne me donnez pas de mots. Je sais, je suis responsable des mots, dépositaire des mots que j'utilise. Je parle au niveau de la mobilisation, Serge. Je parle au niveau de la mobilisation. Il y a d'abord une équipe qui va toujours à l'avance. Quand Bemba est parti, vous avez vu quelle est la mobilisation que Bemba a faite à Gemena, Zongo, partout, tout ça. Vous avez vu Kamere et le professeur Bahati au niveau de Bukavu Nord que vous avez vu. Et vous avez vu la mobilisation de Kabouya. Donc c'est aussi une stratégie du camp divers de dire qu'ils ne font rien. Ils font quelque chose, ils sont en train de travailler. Bemba est en train de mouiller le maillot. Autant Kabouya, voilà. On sent plus Jean-Pierre Bemba. Non, pas on sent plus Jean-Pierre. Non, je dis ceci. L'émission est Madame, finie. je fais partie, modestement, je fais partie de cette organisation. Oui. Je le dis. Et soyons modestes pour reconnaître quand même que non, Serge Soka Kumba Moto, vous comprenez? Les zones linguistiques ont été représentées. Dis-moi quelle est la zone linguistique où est responsable du président de l'Union sacrée à Keibongo Simbité. Non, on parle pas des foules. On parle pas des foules. Non, je parle de l'organisation. Non, justement. Non, j'ai dit c'est non. Donc, on va faire le travail autant que Kamere, autant que Bati, autant que Kabouya et tous les autres responsables au niveau du présidium. Oui, autant que Mbosso aussi. Merci. Donc les choses doivent être perçues de cette manière-là. Merci, l'émission est finie malheureusement.
L'émission est terminée. Oui. Mais c'est... Non, mais cette manière de terminer l'émission... Mais par rapport à ce que... Puis on va couper de la est en train de dire, je pense que... On n'a pas annoncé Doudou Montiri qui est aussi candidat conseiller communal. Mais on n'a pas candidat conseiller communal, c'est où c'est? À Mongafula, à Mongafula, 825. Le roi a le caractère photo l'obilaga, 825 communes de Mongafula, Doudou Montiri, réalisateur de kiosques, Bana Mongafula, candidat conseiller communal Nabino. Mais je voudrais tout simplement rappeler que les gens de Lukunga ont l'amertume de ce qui se passe aujourd'hui. Et ça va se ressentir au niveau des urnes, quoi. Donc ça va sauter de ces côtés-là parce qu'il y a une démission totale du pouvoir public par rapport au drame que les amis de Ngalima sont en train de vivre, Ngalima Mongafula, le long du fleuve. Oui, je cite juste une phrase, je dis ceci. Ça, c'est très important. Autant que nous sommes des candidats ou pas, mais des journalistes, des leaders d'opinion, le sommes. Cette orientation est très importante. Batoubayo Bela avec beaucoup d'escroquerie, près du peuple, un abrutissement qui ne dit pas son nom. Et pourtant, nous avons des problèmes réels. Boye Babanan, il dans le Parlement. Boye Babanan, il dans le Parlement. Funa, numéro 28 que je suis, et numéro 20 au niveau présidentiel. Très important. Funa, numéro 28, puis Gérard Elenga. Merci. Candidat 825 national. 825 conseillers communaux. Doudou Montiri à Mongafula. Madame, monsieur, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.